Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue au meeting en ligne et en live des Français de l'étranger, de la France, des militants de la France Insoumise. Nous sommes disséminés partout dans le monde, certains sont en Europe, d'autres en Amérique du Nord, d'autres en Amérique du Sud ou même en Afrique du Nord, et pourtant nous sommes bien là. Les élections européennes vont se tenir le 8 juin en Amérique, le 9 juin pour les autres. Tous les Français, quel que soit l'endroit où vous habitez, que vous habitiez en France, en Europe ou en dehors, vous avez le droit de voter et vous êtes toutes et tous concernés par ces élections. Il n'y a aucune fatalité à un duel Macron-Le Pen. Une troisième voie est possible et indispensable, et cette troisième voie, c'est la liste de l'Union populaire qui est menée par Manon Aubry. Et pour en parler aujourd'hui, on a trois invités de marque qu'on est très très heureux d'avoir. Sophia Chikirou, Asmara Armaoui-Claquin et Rima Hassan. Bonjour à toutes les trois. Merci beaucoup d'être venues. Vous avez un agenda extrêmement chargé. Pourtant, vous avez réussi à vous libérer pour nous et merci beaucoup. Mention spéciale à Sophia Chikirou qui a remplacé hier soir au pied levé Younous Omarji qui devait effectivement nous rejoindre et qui malheureusement ne pourra pas. J'ai la grande chance d'avoir Christine pour co-animer ce meeting. Christine, bonjour, merci d'être là. Alors Christine, pour ceux qui n'ont pas encore la chance de te connaître, tu es militante FI depuis le début, depuis la fondation du mouvement. Tu es prof de biologie à l'Université publique de New York, tu vis aux États-Unis depuis déjà 37 ans, et la France Insoumise a eu la chance de t'avoir deux fois comme tête de liste au consulaire en 2021 et au sénatorial en 2023. Bonjour, je suis ravie de co-animer cette émission avec Louis Bazel. Donc Louis est résident en Allemagne depuis 2 ans, militant LFI au GA de Berlin et étudiant en relations internationales. Je vais présenter brièvement tous les candidats. Toutes les candidates. En fait, il n'y a que 2 candidates puisque Sophia Chikirou est une députée pour la France Insoumise. Donc, notre première intervenant sera Asma Ramaoui-Claquin. Rasma est une Française résidente à Berlin qui habite en Allemagne depuis 10 ans. Elle est militante au GA de Berlin et Asma travaille dans le domaine des énergies renouvelables pour un groupe d'intérêt allemand. Asma est aussi candidate sur la liste européenne de la France Insoumise et donc nous sommes ravis d'avoir une candidate des Français établis hors de France sur notre liste. Voilà, donc je vais présenter notre deuxième intervenante. Donc notre deuxième intervenante sera Sophia Chikirou, qui est députée de la 6e circonscription de Paris. Sophia est membre de la commission aux affaires économiques. Elle est aussi membre aux affaires européennes et a travaillé dans le numérique et sur l'aménagement du territoire en Europe pour les data centers. Voilà. Et notre troisième intervenante est aussi une candidate pour donc la liste LFI pour les européennes. C'est Rima Hassan, qui est une juriste franco-palestinienne. Rima est militante des droits de l'homme. Elle a travaillé à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, à la Cour nationale du droit d'asile et a fondé une ONG consacrée à l'étude et à la protection des camps de réfugiés dans le monde. Voilà. Donc, je vous ai présenté très rapidement nos 3 intervenantes. Et maintenant, je vais laisser la parole à Louis. Voilà, et merci beaucoup à toutes les trois d'être ici. Donc, vous allez d'abord parler successivement, et puis après, on passera à une séance de questions. Donc, vous, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous suivez, vous pouvez poser une question dans le chat, donc n'hésitez pas à le faire. Et d'abord, on commence bien avec Asma. Et Asma, tu vas nous parler de la jeunesse. Est-ce qu'on m'entend bien? Mais c'est formidable, très bien. Super, très bien. Ce genre de questions qu'on a en tant que Français et Françaises de l'étranger avec tous les meetings en ligne. Alors bonjour et merci énormément pour l'invitation. Je suis vraiment très fière aussi des insoumis et insoumises de l'étranger parce que finalement quand on milite aussi à la France insoumise à l'étranger, on retrouve de l'espérance. Moi je vis depuis 10 ans en Allemagne, l'Allemagne dont le parti de gauche radical fait 2%,
parce que c'est un parti qui n'assume pas en fait sa radicalité. Et on a énormément de militants et de militantes qui nous rejoignent. On a un GA d'une centaine de personnes maintenant à Berlin parce que les gens ont besoin en fait de retrouver cette espérance. Ils voient que en France, voilà, on a la France insoumise qui tient bon face aux attaques des diverses partis et même des fois dans le camp de la NUPES malheureusement. Et cette espérance, on la retrouve chez les insoumis et insoumises de l'étranger. Merci beaucoup d'organiser ce meeting pour cela. Alors aujourd'hui, je voulais parler de l'Europe du monde d'après. Sous le prisme de la jeunesse, mais aussi de l'écologie, parce que c'est assez lié. On parle beaucoup de la génération Erasmus, on dit ah oui, mais moi j'ai 27 ans, donc j'ai toujours connu l'Europe avec des frontières, entre guillemets, ouvertes pour les personnes à l'intérieur de l'Europe. Et on disait oui, la génération Erasmus, c'est super, ça permet aux jeunes d'aller étudier dans tous les pays membres. Moi, j'en ai fait les frais, c'est-à-dire que quand on regarde l'envers de la médaille, moi j'étais boursière échelon 6, donc pour aller étudier en Allemagne, bon, c'était voilà, un choix à chaque fois à faire entre est-ce que ce soir je travaille pour les partiels ou alors je fais les ménages comme je l'ai fait pendant 6 ans, même la durée de mes études. Et ça a toujours été en fait un compromis entre les travails à mi-temps d'étudiants mal payés et l'envie de travailler pour une Europe qu'on nous a compté en fait dans nos cours d'histoire au lycée. Et c'est aussi une grosse difficulté, c'est-à-dire d'obtenir de l'aide en tant qu'étudiante. Quand on s'adresse au consulat, voilà, le quinquennat d'Emmanuel Macron a aggravé la situation des consulats en enlevant des financements. Voilà, avec un manque d'aide aussi au niveau du versement des bourses, des choses très concrètes. Si on se penche sur le chapitre suivant, quand on parle de génération Erasmus, il ne faut pas qu'elle s'accorde que aux riches, il faut aussi qu'elle soit vraiment populaire. C'est pour ça que je parle d'une génération Erasmus populaire dont on a vraiment besoin si on veut construire une Europe du peuple et pas une Europe du fric. Et ça s'inscrit aussi et surtout dans le programme de l'Union populaire, dans le sens où on a des mesures très spécifiques pour les jeunes, notamment l'allocation autonomie jeunesse pour les moins de 25 ans, mais aussi un milieu d'aisance sociale, c'est-à-dire qu'il n'est pas normal actuellement que les stages soient non rémunérés. Et c'est une mesure pour laquelle s'étaient battus nos différents eurodéputés insoumis et insoumises. Et je tiens ici à préciser aussi que les élus du Rassemblement national ont constamment voté contre la rémunération des stages, alors qu'on sait très bien que voilà, les stages, enfin pour toutes les personnes qui ont déjà effectué des stages, sont souvent des tâches aussi ingrates et elles méritent d'être rémunérées. Et pour cela, je suis extrêmement fière d'avoir des eurodéputés insoumis et insoumises qui se battent tous les jours au Parlement européen, mais aussi à l'Assemblée nationale, pour que les jeunes puissent vivre de leurs études, mais aussi de leur expérience professionnelle en ayant des stages rémunérés. Et quand on parle de vivre, on parle aussi de se nourrir, et donc d'avoir des prix enfin bloqués sur les produits de première nécessité pour permettre aux jeunes de se nourrir d'autres choses que des pâtes et de la sauce tomate, et de ne pas passer leur soirée entière à faire la queue devant des distributions alimentaires. Donc c'est vraiment des choses qui nous touchent personnellement, et je suis extrêmement fière aussi d'avoir des eurodéputés et des députés qui sont à l'image de la société, c'est-à-dire on a des députés comme Louis Boyard qui est absolument actif sur la question et qui porte aussi ses combats tant au niveau national, mais aussi, je l'espère, par le futur, par des personnes comme Rima Hassan, mais également Emma Fourreau et Aurélien Lecoq au Parlement européen. Et donc ça, c'est les langues de la jeunesse. Donc, qu'est-ce qu'on vit au quotidien et que va-t-on vivre dans le futur? Donc, génération Erasmus, oui, mais aussi génération climat. Il y a énormément d'anxiété, non seulement en France, mais aussi chez les Français et Françaises de l'étranger. Je sais en Allemagne, il y a 1 an et demi, on a eu une inondation qui a provoqué la mort d'une centaine de personnes dans l'ouest de l'Allemagne due à une hyper-artificialisation des sols. Donc, on a réellement déjà ce coût en fait, de l'inaction climatique, parce qu'on parle constamment de l'action climatique, mais ça nous coûterait des milliards. Et comme dit Emmanuel Macron, il faudrait faire une pause parce que finalement, il y a d'autres choses plus importantes. Bon, on n'a pas apparemment les mêmes urgences. Quand on parle du coût de l'inaction climatique, on est dans le domaine d'à peu près 20% du PIB mondial, contre 1% pour le coût de l'action climatique. Donc, on voit bien qu'il y a une urgence aussi d'un point de vue de l'équilibre mondial, de pouvoir faire une politique écologique ambitieuse. Et Manon Aubry dit souvent dans ses interviews, dans ses meetings, que la dette, donc toutes les règles des 3% de déficit, premièrement, quel intérêt d'être sous les 3% de déficit sur une planète morte? Et ensuite, s'il y a bien une chose qu'on peut négocier, c'est la dette, pas la planète.
Et je trouve que cette phrase résonne particulièrement aussi pour toutes les insoumis et insoumises de l'étranger qui sont dans des zones particulièrement à risque, notamment au niveau de la sécheresse, mais je parlais aussi des inondations. Et enfin, les insoumis et insoumises qui sont dans des pays où on a une agriculture qui est soumise aux accords de libre-échange. Et je suis extrêmement fière d'être membre de la France insoumise et de voir nos eurodéputés siéger dans le seul groupe au Parlement européen qui vote contre les accords de libre-échange. Parce qu'on a de grands discours, notamment des Verts et du PS, en parlant des accords de libre-échange, mais ils sont eux-mêmes dans la coalition droite et socialiste au Parlement européen qui votent ces accords de libre-échange qui sont absolument désastreux, qui provoquent une concurrence déloyale, sans parler du transport polluant. Voilà, donc il y a tout ce prisme-là qu'on retrouve dans le programme de l'Union populaire et qui est en cohérence avec le programme de l'avenir en commun. J'aimerais revenir justement sur cette notion d'union. Moi, je suis la génération NUPES, comme disait Louis Boyard, il me semble, hier à Bordeaux. On a tout fait, en fait, pour avoir une liste d'union de la gauche en 2022. On a réussi à être la plus grande force d'opposition à la destruction sociale d'Emmanuel Macron. On a posé les bases pour avoir une liste commune en 2024 parce que nous savons que nous n'avons plus le choix que de l'union. Moi, je viens d'une génération où on n'a pas le choix de l'union, on n'a plus le temps. Et dans notre circonscription, la 7e circonscription donc de l'Europe centrale, on a vraiment tout fait pour que cette union tienne. Et malheureusement, les intérêts personnels de certains partis ont fait que nous devons partir séparés. Moi, je pense qu'il y a une première chose à dire, il faut arrêter de trahir. Il faut arrêter de penser qu'on peut négocier un programme de rupture. On ne peut pas négocier avec le capitalisme. Nous, ce que l'on demande, c'est on peut négocier tout. On peut négocier dans la construction d'une liste qui sera en première, deuxième position. Mais ce qu'on ne veut pas négocier, ce qu'on ne négociera jamais, c'est la rupture avec le capitalisme parce qu'il fait souffrir non seulement notre planète, mais aussi nos corps. Et dans ce sillage-là, on a la chance d'avoir des personnalités, des élus qui se retrouvent dans ce programme de cohésion et de cohérence de l'Union populaire. Je suis extrêmement heureuse d'avoir l'eurodéputé Damien Carême, ELV, sur notre liste également, mais des personnes, des candidatures d'ouverture. Rima Hassan en est le meilleur exemple. Et on a aussi des personnes de génération qui sont présentes sur la liste. Et je pense qu'on a vraiment besoin en 2024, le 9 juin, d'avoir un score élevé parce qu'on sait que les listes qui sont en face de nous, elles ne sont pas pro-NUPES. Donc, si on veut gagner en 2026 pour les municipales et en 2027 pour les présidentielles, on a besoin que l'Union populaire fasse un score élevé parce qu'on n'en veut pas du PS de Cazeneuve, on n'en veut pas du PS de Hollande, on veut une gauche de rupture et une gauche qui a réussi à faire ses preuves en 2022. Donc voilà, rejoignez l'action. Je terminerai là-dessus. Il faut se mobiliser en masse pour le 9 juin. Si vous n'êtes pas là, faites une procuration. C'est possible de le faire au consulat. Si vous avez envie aussi de vous engager au-delà du 9 juin, rejoignez les GA, prenez contact avec les personnes autour de vous sur Action Populaire. Et une dernière phrase par rapport aux jeunes, nous sommes légitimes. La LFI, la France Insoumise, c'est aussi un parti qui prend soin de représenter toutes les franges de la société. Et le 9 juin, si la jeunesse vote, la jeunesse gagne. Alors le 9 juin, on se lève et on gagne. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Asma. Je n'avais pas vu que mon micro était coupé. Je vais maintenant laisser la parole à Sophia, donc, qui est députée au Parlement en France. Et donc, Sophia, c'est à toi. Bonsoir et merci infiniment pour cette invitation. Je suis très heureuse finalement de remplacer Younous Omarjee, qui lui est en train de faire campagne. Je crois qu'en ce moment il est aux Antilles, il était en Guyane. Alors là, je ne sais pas exactement où il est aujourd'hui, mais j'imagine qu'avec le décalage horaire et les rendez-vous, ça a dû se compliquer pour lui. Voilà, donc je ne vais pas l'excuser, mais je suis heureuse de le remplacer. Je voulais vous féliciter d'abord pour l'organisation de ces discussions, débats, meetings en ligne. Je trouve cette initiative formidable. Et d'autant plus pour ce qui est de faire campagne pour les élections européennes. Parce qu'on ne va pas se mentir, les élections européennes, ce n'est pas l'élection qui soulève les foules et le peuple. C'est plutôt une élection qu'on dit, un peu cantonnée à une certaine catégorie socio-professionnelle,
que ce soit en France, notamment en France, mais aussi, j'imagine, dans d'autres pays européens. Et donc, c'est une élection où le taux d'abstention est souvent très élevé. On n'est plus du tout étonné d'avoir des taux d'abstention autour de 50% sur ces élections-là. Et c'est pas anodin, et c'est pas dû au hasard, et c'est pas quelque chose qui n'est pas forcément voulu, je veux dire, et seulement subi. Je vais revenir sur la première partie de mon intervention là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est formidable, c'est de voir que nous, partout, on a réussi en 2024 à faire campagne, à mobiliser énormément de militants. C'est assez impressionnant, je crois, que ce soit en France, que ce soit dans les départements d'outre-mer, mais là aussi, je vois auprès des Français établis hors de France, je le vois dans ma circonscription, la deuxième d'Amérique latine, puisque je suis la référente et je sais qu'il y a quelques camarades qui sont dans le chat. Là, j'en ai vu passer du Mexique. Et donc, je suis ravie de voir qu'on peut faire campagne, qu'on trouve les moyens de faire campagne, qu'on a la chance d'avoir des militants extrêmement engagés et qui se démènent pour faire campagne de toutes les façons possibles. Je vous disais tout à l'heure, c'est une élection, l'élection européenne, qui ne nous intéresse plus vraiment. Alors, il y a peut-être un désintérêt pour les sujets. Je vais revenir sur les différents sujets. Il y a aussi une certaine hostilité, il faut bien le dire, par rapport à la méthode européenne. Comment se construit l'Union européenne ces dernières années, comment elle se comporte, comment elle décide, comment elle impose. Et puis, il y a très clairement une résistance aussi qui peut justifier l'abstention, une résistance par rapport aux orientations libérales de l'Union européenne. Il y a un rejet qui peut être assez important. Et donc, cela nous amène à une situation où les raisons de tourner le dos aux élections européennes, les raisons de renoncer à participer à l'élection sont parfois plus fortes que les raisons d'intervenir. D'autant plus que le Parlement européen, mais Rima et Asma le sauront mieux que moi, c'est plus de 750 eurodéputés et la France n'en a que 81 ou 82, je crois, cette année. Donc, on n'a pas l'impression qu'on va peser avec nos eurodéputés français et en plus, on n'a pas l'impression qu'on va peser avec nos eurodéputés insoumis. Eh bien, moi, je vais vous démontrer le contraire. Et c'est pas moi qui vous le démontre juste par la parole, c'est en revenant sur les 5 années qui viennent de s'écouler. Mais d'abord, sur les sujets européens. On nous dit, mais vous ne faites pas campagne sur les sujets européens. Eh bien, écoutez, je vais vous dire, c'est faux. On ne fait que ça. Toute l'année, on ne parle que de sujets européens. Vous parlez de la loi d'orientation agricole, vous parlez de politique agricole dans le pays, c'est un sujet européen, ça s'appelle la PAC. Vous voulez parler de migration, d'immigration, de réfugiés, c'est la politique migratoire, c'est au niveau européen, on parle de l'Europe. Vous voulez parler de questions budgétaires, d'austérité budgétaire, vous voulez parler de la monnaie, de l'euro, vous voulez parler de cette question-là, c'est un sujet européen. J'ajoute, vous voulez parler de politique sociale, vous voulez parler de retraite à 64 ans ou à 67 ans, comme le demande la Commission européenne, vous voulez parler d'éducation, vous voulez parler de santé publique, tous ces sujets-là sont des sujets européens. En fait, vous voulez parler d'industrie, d'emploi, peu importe, tous les sujets sont des sujets européens. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne se mêle de tout. L'Union européenne, la Commission européenne, le Conseil européen se mêlent de tout jusqu'à savoir quelle est la puissance de l'ampoule que vous utilisez chez vous. Non mais c'est vrai, ils se mêlent de tout. Donc ça se décide, tout se décide au niveau de l'Union européenne. Il n'y a pas aujourd'hui, on a l'habitude de dire 80% des lois sont des transcriptions de directives ou de décisions ou d'engagements européens. Je me demande si ce n'est pas 100% aujourd'hui. Et vous l'avez vu, on a vu sur la bataille des retraites, c'est pour ça que nous on dit la question de la retraite à 60 ans, c'est une question européenne. Les retraites, c'est un engagement d'Emmanuel Macron auprès de la Commission européenne. C'est pour ça qu'il a fait la retraite à 64 ans. Donc il ne faut pas se dire, vous ne parlez pas des sujets européens. On ne fait que ça, campagne sur les sujets européens. Ce qu'on critique aussi dans l'Union européenne, c'est la méthode, je le disais tout à l'heure, et les orientations libérales. C'est, pour ceux qui vivent en Allemagne et qui connaissent un peu ces questions-là, c'est le dogme de l'ordolibéralisme, qui est en fait un dogme qui définit quoi ? J'ai pris la définition claire. C'est une vision de l'économie et de l'État qui dit l'État a pour mission première et avant tout de créer et de maintenir un cadre normatif, c'est-à-dire des règles
pour soutenir, encourager la concurrence libre et non faussée. Le Monde diplomatique avait publié un article qui disait « L'ordolibéralisme, c'est une cage de fer ». Une cage de fer parce qu'on impose à travers ce dogme à la fois un cadre juridique, technique, social, moral et culturel. Et c'est ce à quoi on assiste depuis plus de 20 ans maintenant au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne se construit autour de cette doctrine dont le symbole, tu l'as évoqué tout à l'heure Asma, c'est les fameux 3% de déficit budgétaire, règle totalement absurde et sortie de nulle part. Donc, on se rend compte qu'à chaque crise européenne, et on en a eu un certain nombre, on a vu que nos dirigeants, qu'est-ce qu'ils font? Que font les dirigeants européens dès lors qu'une crise concerne tout le continent? Eh bien, ils utilisent tout simplement l'autorité, donc l'autoritarisme qu'ils ont, pour imposer leur vision et ainsi empêcher que des décisions de souveraineté populaire se prennent. Évidemment, 2005. On ne peut pas faire aujourd'hui une campagne européenne, on ne peut pas lutter contre l'abstention lors d'une élection européenne si on ne revient pas sur ce qui s'est passé le 29 mai 2005. La France avait voté non au traité constitutionnel européen. C'était une grande décision qui venait après des mois et des mois de débats. Les Pays-Bas aussi avaient voté non. Et moins de 3 ans après, Nicolas Sarkozy, allié au Parti socialiste, avec le soutien, l'appui et des socialistes et des écologistes, nous imposait le traité constitutionnel européen sous forme de traité européen. Donc, vous voyez, on a vu finalement les ruptures se faire. Et à chaque crise européenne, celle de 2005, mais aussi le dernier référendum qui a eu lieu, c'était en Grèce en 2015. Les Grecs votaient non. Résultat, ils se sont assis sur le nom des Grecs et ils ont dit, à partir de maintenant, il n'y aura plus jamais de référendum sur les questions européennes dans les pays de l'Union européenne. N'oubliez pas ça, c'est une décision que ces dirigeants-là ont prise, c'est-à-dire s'asseoir sur la souveraineté populaire. Comment voulez-vous construire et intéresser à des élections, construire une citoyenneté et intéresser à des élections européennes des peuples dont vous ne tenez jamais compte de la vie et que vous voulez consulter le moins possible? D'autres crises ont marqué l'Union européenne. Il y a eu la crise financière de 2008 et celle de 2020 avec le Covid notamment. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les mêmes dirigeants qui nous imposent l'austérité budgétaire, qui nous imposent absolument toute leur volonté partout. On a vu ces mêmes dirigeants s'asseoir sur leurs règles, leurs propres règles. Pourquoi? Pour sauver les banques en 2008 et en 2020 pour sauver absolument toutes les entreprises et en plus se mêler d'un sujet qui n'est pas censé être un sujet européen, je le rappelle accessoirement, qui est le sujet de la santé publique. Donc, on voit finalement que notre rapport à l'Union européenne, c'est un rapport qui n'est pas sain. Voilà. En clair, les citoyens, ils se disent, attends, cette Union européenne, moi je l'ai encore entendu hier en porte-à-porte, de toute façon, qu'on dise oui ou qu'on dise non, c'est eux qui décident. Bon, ça, c'est ce qu'on subit. Et maintenant, à nous de démontrer le contraire. Et on a des éléments pour dire, attendez, c'est pas tout faux ce que vous dites, mais c'est pas complètement vrai non plus. Parce que ce qu'on voit, nous, c'est qu'on a des eurodéputés. Nous, on a la chance d'en avoir 5, je crois, 4 maintenant, qui siègent toujours à Bruxelles. On a Younous Omarjee, Marina Mesure, Leïla Chaibi et Manon Aubry. Et nos eurodéputés, il se trouve qu'en 5 ans, ils ont eu quelques belles victoires. Ils se sont bien battus et ils n'ont pas laissé cette machine fonctionner comme elle aurait voulu fonctionner. Ils sont que 4 pourtant sur plus de 750 eurodéputés. Et on les a entendus et ils sont très connus au Parlement européen. Ils sont même connus dans le reste de l'Union européenne. Et pourquoi? Parce que quand on voit que Manon Aubry arrive à peser en tant que présidente peut-être du plus petit groupe européen au PE, mais elle arrive à peser, que ce soit par exemple pour imposer le devoir de vigilance des entreprises, que ce soit pour porter la voix contre les traités de libre-échange, porter la voix contre la corruption qui règne au sein du Parlement européen et contre le poids des lobbies. Quand on voit Marina Mesure qui a réussi à organiser, à être le porte-voix d'un nombre de syndicalistes, de travailleurs européens, mais aussi du monde entier, parce que Marina est liée à des syndicats, notamment en Asie, et c'est très important, et qu'elle réussit par exemple à porter la voix sur la question du marché européen de l'électricité qui nous impose aujourd'hui cette déréglementation qui fait qu'on a des factures d'électricité qui explosent. On a vu Younous Omarjee qui a été le premier et le seul à travers la commission qu'il a présidée, à imposer un chèque énergie, c'est-à-dire une subvention directe
aux Européens, aux citoyens et aux petites entreprises européennes pour qu'ils puissent payer leurs factures d'électricité. Et je peux vous assurer qu'ici, en région Île-de-France, on l'a vu passer ce chèque énergie que Younous Omarjee a imposé. On a vu Younous Omarjee aussi porter la voix et faire reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité. À lui tout seul, il a réussi cette bataille-là. Et c'est pas négligeable quand on connaît l'histoire de l'Europe et de son enrichissement sur le dos de l'esclavage. Donc, vous voyez, on a réussi beaucoup de choses. Je ne vais pas manquer non plus Laïla Chaibi avec la directive sur les travailleurs ubérisés, naturellement. On a réussi beaucoup de choses avec très peu de députés. Donc, quand je vous dis l'Union européenne aujourd'hui, c'est pas dire ils décident sans nous. En réalité, on peut peser. Ce qu'il faut, c'est se battre et avoir évidemment des eurodéputés qui soient capables de porter cette voie-là. Et donc, j'en viens naturellement à nos eurodéputés, à nos candidats. Parce que nous n'avons pas, avec la France Insoumise et l'Union Populaire, décidé d'une liste où nous avons mis les copains et les copines. Nous n'avons pas décidé de recycler des personnalités venues d'ailleurs. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple, sur la liste d'Europe Écologie Les Verts, sur la liste de Marie Toussaint, à la 11e position, vous allez trouver une ancienne de chez Macron, une conseillère en communication de chez Emmanuel Macron, qui défendait à l'époque exactement l'inverse de ce qu'elle va prétendre défendre aujourd'hui, puisqu'elle est, soi-disant, au titre de l'écologie sur cette liste-là. Donc, elle est venue se recycler sur une liste Europe Écologie Les Verts. Vous allez voir également chez Glucksmann un certain nombre de recyclages comme ça, d'anciens de chez Emmanuel Macron qui vont d'un endroit à l'autre, mais sur lesquels on a du mal à les identifier. On se dit, mais attendez, elle était pour la construction de l'autoroute A69, et là, elle va aller sur une liste qui dit qu'elle est contre. Mais qui êtes-vous finalement? Nous, c'est pas du tout ça. Nous, on a choisi de présenter des candidats où on s'est dit, il nous faut des gens qui fassent avancer des causes. Parce que déjà, ils les incarnent et ils les portent. Parce que déjà, ils sont très engagés. Et on s'est dit, il faut des sujets qui sont ceux qui, aujourd'hui, sont déterminants pour l'avenir de l'Union européenne. Tu as parlé, Asma, de la question des normes environnementales. On est dans un moment extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Au niveau du Parlement européen, la droite et l'extrême droite sont majoritaires. Ils pèsent et ils ont décidé de s'attaquer aux normes environnementales. Macron leur emboîte le pas parce que Macron et l'extrême droite, voilà, ils s'entendent très bien, ils partagent la même vision. Donc aujourd'hui, on est dans ce climat-là. Alors il va falloir des écologistes radicaux. Il va falloir des gens qui n'aient pas peur de défendre, de maintenir non seulement des normes environnementales, mais d'en gagner d'autres, d'en arriver à l'interdiction du glyphosate et d'un certain nombre de pesticides, par exemple. Donc ça, vous les trouverez sur notre liste, ces candidats-là. Sur la question migratoire, Rima, je sais que c'est une spécialiste de ces questions-là. Eh bien, on aura Rima, on a deux autres candidats, dont Damien Carême, plus Michael, dont j'oublie le nom de famille à l'instant, mais qui va me revenir, qui est Michael Hydrac, qui sont des candidats spécialistes des questions migratoires. Il y a une autre vision de l'immigration à avoir au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'ils ont décidé de déléguer à la Turquie, à la Syrie, à la Libye, à la Tunisie, pardon, pas à la Syrie, à la Libye, à la Tunisie, la politique migratoire de blocage et de traitement des candidats, comme ils disent, à la migration, ou plus souvent d'ailleurs à être réfugiés, que ce soit réfugiés climatiques, économiques, politiques, ou de gens qui fuient la guerre, parce que c'est ça la réalité de la migration aujourd'hui et de ceux qui prennent le risque de mourir pour arriver en Europe. Donc, vous voyez, on peut faire les choses autrement aussi sur ces sujets-là. Il y a bien entendu la question de la paix. On ne peut pas, et nous on s'y refuse catégoriquement, cotiser à une Europe de la défense, alors qu'on a des intérêts totalement divergents, beaucoup d'intérêts divergents au sein même de l'Union européenne. On voudrait nous mener dans la roue, en plus de l'OTAN, de l'atlantisme, du suivisme à la politique extérieure des États-Unis, pour aller construire un affrontement face à d'autres blocs. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette guerre Ukraine-Russie, mais très clairement, nous ne voulons pas de la guerre en Europe et nous ne voulons certainement pas demain qu'une Europe de la défense ou que l'Union européenne s'engage dans une guerre contre la Russie. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a la question des autres conflits, dont conflit, je ne veux pas employer ce mot-là quand je parle de Palestine, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un conflit en Palestine, c'est vraiment une guerre de colonisation qui est menée et qui amène aujourd'hui à ce qu'on connaît dans la bande de Gaza avec le génocide qui est en cours, filmé et démontré. Donc là, que fait l'Union européenne? Rima en parlera mieux que moi tout à l'heure, je ne vais pas empiéter sur ce sujet-là. Donc ce que je veux dire, c'est qu'avec nos candidats aujourd'hui,
nous sommes en mesure d'avoir des gens, j'espère au moins 10 personnes, mais très honnêtement, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Je pense qu'on peut envoyer 12, 13, 14, 15 personnes au Parlement européen. Et tout cela vont porter des combats, vont les incarner et vont permettre d'avancer. Et ce qu'on va faire aussi au Parlement européen, notre présence est très importante. Parce qu'aujourd'hui, dans les autres pays de l'Union européenne, je pense Asma, à l'Allemagne que tu as rappelé tout à l'heure, mais il y a aussi l'Italie où nous n'existons pas tout simplement. Il y a l'Espagne où nos camarades sont en difficulté. Et dans tous les autres pays où nous avons des alliances, hein, vous connaissez l'alliance Now the People, maintenant le peuple, dans une douzaine de pays, mais les partis partenaires comptent aussi beaucoup sur nous pour être présents, pour pouvoir incarner, être un point d'appui pour la reconstruction de notre mouvance politique dans tous les pays de l'Union européenne, où il faut le dire, l'alliance de la droite et de l'extrême droite, les renoncements et les trahisons des Verts écologistes et des socialistes sociaux-démocrates dans la plupart des pays font qu'aujourd'hui, le peuple de gauche a tourné le dos à l'élection européenne. Et donc, nous incarnons cela et j'espère vraiment que nous parviendrons à être le point d'appui au Parlement européen pour la reconquête aussi, pour que dans tous les pays, et ce sera une des missions de ceux qui seront élus, qui devront avoir une vraie solidarité internationale, faire montre de fraternité au sein de l'Union européenne pour aider les camarades à reconstruire ce qu'il faut dans chacun des pays. Je ne veux pas être plus longue parce que j'ai l'impression d'avoir dépassé mon temps, mais je voudrais quand même conclure en disant que l'après-Macron, il se prépare aussi au niveau européen. Parce que tout ce qu'a fait Emmanuel Macron est inspiré et soutenu à ce niveau-là, mais aussi parce que l'Union européenne, c'est une pouponnière pour macronistes. Ils en ont encore plein comme ça à nous ressortir, et ils les multiplient, ils les présentent dans tous les pays. Et donc, il faut vraiment qu'on arrive à construire ce barrage contre et l'extrême droite et le macronisme, ces deux visions-là, qui s'allient en ce moment même et qui sont finalement ce qu'il y a de plus mortel, pour reprendre une expression d'Emmanuel Macron, de plus mortel pour l'Union européenne. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Sophia. Merci beaucoup pour ces rappels salutaires. Et merci beaucoup à toutes et tous d'être ici. Vous êtes plus d'une centaine, toutes plateformes confondues. C'est formidable. Alors, on voit beaucoup de questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans les différentes chats. On va y répondre dans une deuxième partie. Mais avant ça, on va conclure cette belle série de discours avec Rima. Rima, la parole est à toi. Micro. Là, c'est bon, je crois. Vous m'entendez bien? Oui. C'est bon, c'est Bonjour. super. Super. Bonjour à toutes et à tous. Idem, je vais commencer par les remerciements. Je voulais vous remercier pour ce format qui est très, très précieux, d'autant plus que pour les personnes qui sont établies hors de France, il y a nécessairement des connexions qui vont se faire puisque la question des sujets internationaux, elle est au cœur aussi de cette campagne. Donc, c'est très, très précieux d'avoir un moment d'échange avec vous et surtout d'avoir aussi tout l'espace questions qui parfois peuvent manquer justement dans les grands meetings ou dans les réunions publiques. Donc, je suis très contente voilà, de pouvoir aussi rester sur le deuxième temps où on pourra répondre à vos questions et puis voilà, peut-être détailler davantage ou questionner davantage les éléments qu'on a respectivement à présenter. Comme vous le savez, je porte des sujets qui sont malheureusement dans des temps médiatiques qui sont pour le moins compliqués à gérer, qui prennent aussi de la place. Moi, je vois souvent les reproches qui peuvent être faits sur le fait que la question palestinienne prenne beaucoup de place. Mais voilà, je rappelle qu'on n'a pas choisi d'être convoqué pour apologie de terrorisme avec la présidente du groupe à l'Assemblée nationale avec Mathilde Panot. On n'a pas choisi avec Jean-Luc Mélenchon et d'autres de faire l'objet de censure, d'interdiction de nos prises de parole. Donc voilà, il y a eu toute une actualité qui malheureusement a cristallisé vraiment le temps médiatique et qui, mais en même temps qui nous a permis de nous inscrire dans quelque chose qui est extrêmement, enfin qui nous honore, qui est la défense de nos libertés fondamentales. Et donc on a aussi, et ça c'est important de le dire, gagné quand même des batailles devant le Conseil d'État et devant dans d'autres procédures qui sont pour certaines encore en cours, qui consistent quand même à
se poser en défense, encore une fois, de nos libertés, et ça, c'est extrêmement précieux, et je dois dire que je suis très honorée et fière d'appartenir aussi à cette famille politique qui ne plie pas sur ce qui fait socle dans notre société et sur des choses qui sont malheureusement aujourd'hui un peu mises en danger avec la question palestinienne. Et donc j'en viens à la question palestinienne que je trouve extrêmement structurante. Je suis là aussi très très fière et même touchée de l'accueil qui m'est réservé au sein de cette famille politique, parce qu'encore une fois, je mesure toutes les tentatives de certains médias ou de d'autres courants politiques pour créer soit de la discorde, soit de la polémique en permanence autour de ce sujet. Et je suis voilà, très touchée par cette capacité qu'on a collectivement à faire bloc, à avoir un discours qui est extrêmement clair. Cette famille politique a été quand même la seule depuis le début à avoir un discours qui est extrêmement clair, notamment sur le cessez-le-feu et sur la condamnation de tous les crimes de guerre, et d'avoir une boussole, une seule et unique boussole, qui est celle du droit international. Et puis on peut quand même noter qu'aujourd'hui, on a un ralliement jusqu'aux Nations Unies qui consiste à revenir quand même sur les propositions qui sont celles que la France Insoumise porte depuis le 7 octobre et même bien avant. Moi, je rappelle juste un tout petit élément avant de vous présenter mon exposé, le sujet de mon exposé. On me demande souvent pourquoi je me suis engagée, pourquoi cette famille politique, et pourquoi, qu'est-ce que ça a de plus de porter ces sujets politiquement que de les porter dans la société civile. Et moi, il y a un élément qui a été hyper décisif pour moi, c'est que je me souviens au moment où tout le monde invisibilisait cette question, on l'avait un peu oubliée, parce que c'est ça aujourd'hui qu'on est en train on rame tous collectivement sur la question palestinienne, qui est imbriquée à la question des droits de l'homme et qui est imbriquée à des enjeux internationaux, on va y revenir tout à l'heure. Mais on rame à la portée dans le débat public, précisément parce que c'est un sujet qui a été complètement occulté. Et la France Insoumise a eu beaucoup de difficultés en fait, à poser les bons termes à partir du 7 octobre, précisément parce qu'on a complètement oublié de recontextualiser ce qui se passait pour les Israéliens et les Palestiniens dans ce conflit, même si ce terme n'est pas forcément le plus approprié, mais c'est quand même quelque chose qu'on a complètement occulté ces dernières années, et on s'est tous retrouvés, pour beaucoup, sauf si on est très au fait de ce qui s'y passe, à partir du 7 octobre, à être complètement noyés dans les termes qu'il fallait utiliser. Et je veux juste dire que moi, ce qui a été décisif, c'est que j'ai été invitée par la France Insoumise aux Journées d'été pour parler justement de la Nakba, qui est quand même l'élément central pour comprendre ce qui se passe entre Israéliens et Palestiniens depuis 1948. Et ça a été décisif pour moi de m'inscrire en tout cas dans cette famille politique, pas juste parce qu'elle a eu les bons mots et le bon ton, disons, le 7 octobre, et parce que ça s'inscrit aussi dans un programme qui est plus large et plus cohérent dans ce que je peux embrasser aussi en tant que citoyenne, mais précisément parce que c'est un mouvement qui a eu à cœur, au moment où personne ne parlait de ces sans voix et sans droit que sont aussi les Palestiniens, de faire de l'espace, de pédagogie, de sensibilisation à cette question, et notamment à ces journées d'été. Donc c'est très important de le rappeler, parce qu'on parle souvent de l'instrumentalisation de la France Insoumise de ce sujet, de la mise en avant de ce sujet à des fins électoralistes, et on en oublie en fait en réalité que c'est un sujet qui a été très structurant dans ce mouvement et qui a été porté, et moi je peux en témoigner puisque j'ai pu intervenir cet été au sein de ce mouvement avant même de m'engager politiquement pour ces européennes. J'ai été longue sur cette introduction, mais j'enchaîne. Donc vous avez dû le voir dans cette liste qui est une liste de combats, il y a des profils qui sont très complémentaires, et je crois que c'est véritablement la richesse de cette liste pour les européennes qui est portée par Manon Aubry. Et dans les combats que nous portons, donc dans les 15 combats que nous portons, il y a ce combat qui est celui de la paix, de vouloir véritablement incarner sur le plan européen cette boussole de la paix, cette référence au droit international sur les sujets internationaux, et d'assumer pleinement que nous sommes un mouvement qui avons à cœur d'être force de proposition sur ce qui se passe dans le monde, qui avons à cœur de nous situer aussi dans ce qui se passe dans le monde, et de se positionner en défense du droit international, et de dire précisément que le faire, c'est défendre les intérêts des Français, et c'est défendre les intérêts de l'Union européenne. Il y a de nombreux experts, vous avez dû le voir récemment sur les plateaux télé, qui ont
dit cette chose que je trouve extrêmement importante, et qui est que le grand vainqueur de ce qui est en train de se passer à Gaza, c'est des hommes comme Poutine ou des personnes qui sont en direction à la tête de certains régimes comme le régime russe. Précisément parce que ces régimes vont utiliser la passivité de l'Union européenne ou de certains États européens sur ce qui est en train de se dérouler, à savoir des violations manifestes du droit international pour les Palestiniens et l'impunité dont bénéficie Israël, à des fins, à leurs fins, c'est-à-dire qu'ils vont véritablement instrumentaliser ce deux poids, deux mesures auquel on assiste tous aujourd'hui, s'agissant par exemple de la situation ukrainienne, de la situation palestinienne, pour continuer à commettre eux aussi les crimes qu'ils sont en train de commettre, et d'avoir comme référence le fait que l'Union européenne en fait a aussi participé d'une manière ou d'une autre à protéger un État qui est criminel, à protéger un régime qui est criminel et à blanchir d'une certaine manière des violations du droit international. Donc c'est pour ça que nous avons tout intérêt à resituer la question palestinienne, mais pas que, la question ukrainienne bien sûr, mais plus largement les enjeux internationaux, la défense des enjeux internationaux dans nos programmes, dans nos paroles politiques, parce que ça s'inscrit pleinement dans ce qui est la défense aujourd'hui de la France, et la défense aussi de l'Union, dans la défense des intérêts de la France et de l'Union européenne. Sur la question palestinienne comme sur la question de la migration, qui sont effectivement mes deux sujets d'expertise et qui s'inscrivent et qui sont imbriqués à la question des droits humains, il y a une bataille d'abord de narratif à gagner. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on ne peut pas arriver à convaincre sur les mesures que je vais citer, qui sont très importantes, qu'il nous faudra porter avec beaucoup de force, mais on a d'abord une bataille de narratif. Ce que j'observe, c'est qu'on a d'abord énormément d'obstacles pour plusieurs raisons, mais on a d'abord des obstacles à poser les termes, à problématiser le sujet, à le dérouler. Vous avez dû le voir, mais dans nos différentes interventions, je ne suis pas la seule, on est systématiquement repris pour les termes que nous pouvons utiliser, que ce soit pour la question palestinienne ou la question de la migration. Et on a d'abord une bataille de narratif à gagner. Et sur la question palestinienne, la bataille de narratif, elle tient en une phrase, c'est que la Palestine est un sujet européen. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'on arrive à convaincre sur le fait que la Palestine est un sujet européen. Et pour ça, il y a à la fois une responsabilité historique qui l'explique. Je rappelle très brièvement que la question du découpage de ces territoires, elle a eu lieu avec des accords secrets qui ont été conclus entre les Français et les Britanniques. Ça s'appelle les accords Sykes-Picot. Tous les découpages de cette région, ça va de la Palestine au Liban, à la Syrie, à l'Irak, à la Jordanie. En fait, c'est opéré à la défaite de l'Empire ottoman, où les Français et les Britanniques ont promis aux Arabes un État unifié, c'était leur revendication, et finalement, ils ont trahi ces pays en découpant les territoires et en imposant un mandat colonial. Et c'est dans ce cadre que la Palestine a été mise donc, sous mandat britannique qui a favorisé la migration juive sans concertation et réel, disons, travail de diplomatie, de connexion entre la population palestinienne et les migrations juives de l'époque, et qui a posé les termes de la déclaration Balfour, qui a promis la création d'un foyer national juif, où les Palestiniens étaient d'ores et déjà présentés comme des sujets colonisés, à savoir une minorité à qui il fallait concéder quelques droits, mais les termes de l'autodétermination pour les Palestiniens étaient déjà occultés, effacés. On en vient à la question de la création de l'État d'Israël, où là aussi les Palestiniens ne sont pas concertés, ne sont pas consultés. Au moment où il y a eu la vote pour la création de l'État d'Israël, on est à 35-38 États qui sont majoritairement des États occidentaux. Donc tout ce qu'on appelle le Sud global n'était pas représenté, puisque c'est des pays qui n'étaient pas, pour la plupart, indépendants et qui n'avaient pas de voix au sein de cette communauté internationale à cette époque. Et donc là aussi, nous avons une deuxième responsabilité historique, vraiment, de nos pays européens et dont la France, sur la manière dont le sujet palestinien a été perçu. Et à mon sens, il y a un continuum entre la manière dont le sujet palestinien a été perçu depuis le début, à savoir un sujet colonisé, dont la voix ne compte pas, dont la concertation ne compte pas, et ce qui se passe aujourd'hui pour ces mêmes Palestiniens, c'est-à-dire une incapacité vraiment pour la diplomatie européenne, pour notamment les pays occidentaux. Quand on regarde sur la map monde, les seuls États aujourd'hui qui n'ont pas reconnu l'État de Palestine, il y a 133 États qui ont reconnu l'État palestinien, les seuls États qui n'ont pas encore reconnu la Palestine, ce sont les États européens. C'est pour ça que je dis qu'il y a une bataille de narratif, c'est-à-dire que nous devons vraiment embrasser l'idée, et c'est notre responsabilité, c'est ce qui nous honore, que la Palestine
Palestine, comme d'autres sujets qui ne sont pas sur le continent européen, sont un sujet européen au nom précisément de cette responsabilité historique que nous avons sur cette région, mais aussi au nom de nos engagements en matière de droits humains. Donc je continue de dérouler, vous me dites si je suis trop long, il me reste juste quelques minutes pour finir là-dessus. L'Union européenne, donc là, une fois qu'on a passé la question de la responsabilité historique, mais qui est importante qui est importante quand même d'avoir en tête, encore une fois, parce que ce sujet a été trop souvent occulté, et on a du mal effectivement parfois à faire le lien et de se dire, mais c'est quoi le lien entre la France, l'Union européenne et la Palestine? En réalité, il y a quand même un lien historique, à la fois en raison des mandats de la France dans cette région, mais aussi sur la manière dont la France et les pays européens se sont impliqués sur cette région. Le deuxième élément, c'est que l'Union européenne se définit elle-même comme une puissance normative à l'international, guidée par un ensemble de valeurs fondées sur le maintien de la paix, la liberté, la démocratie, la souveraineté du droit et des droits de l'homme, notamment dans sa politique étrangère commune. Ça, c'est le deuxième socle qui doit nous guider, en plus de la question de la responsabilité historique de notre continent. Donc là, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une dissonance entre ce que est aujourd'hui l'Europe sur ce sujet et ce qu'elle devrait être. Et précisément, nous nous battons pour qu'il y ait une cohérence entre ce que l'Union européenne dit être et ce qu'elle devrait être. Et c'est en cela que la lutte qu'on mène sur les propositions sur le sujet palestinien et plus largement sur cette question de porter la voix du camp de la paix s'inscrit. On a pu, là, je vais vous donner quelques exemples pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui sur la question européenne et donc les mesures qu'on va porter. Il y a eu, depuis le 7 octobre, vraiment, si vous voulez, la matérialité de l'incapacité de l'Union européenne aujourd'hui à penser une politique commune qui soit cohérente, claire, sur le sujet palestinien. Les différentes déclarations, les différentes propositions qui ont eu lieu après le 7 octobre ont démontré qu'aujourd'hui l'Union européenne est littéralement fracturée sur ce sujet et ça s'est matérialisé par à la fois une dynamique de précipitation sur les positionnements de l'Union européenne et de ses États membres et également une division sur ce sujet. Et c'est précisément ça qu'on doit réparer d'une certaine manière en ayant comme référence le droit international qui est la seule langue autour de laquelle nous pouvons toutes et tous nous retrouver et surtout qui est le seul outil et le levier autour duquel nous pouvons convaincre, voire contraindre les pays et l'Union européenne. Donc la précipitation, d'abord, je vais vous citer quelques exemples, vous allez voir à quel point c'est assez éloquent. On a eu Olivier Várhelyi, qui est le commissaire européen à l'élargissement et à la politique de voisinage, qui a annoncé le 9 octobre, 2 jours après l'attaque du 7, sous la suspension de tous les paiements aux Palestiniens, donc la suspension de tous les paiements, tous les financements, pas seulement à Gaza, mais vraiment qui étaient dédiés à tous les territoires palestiniens, et ce dans tous les domaines, et surtout une suspension de toutes les nouvelles propositions budgétaires pour les Palestiniens. On a eu un deuxième élément sur cette précipitation des propositions qui a vraiment créé un chaos, si vous voulez, vraiment sur le plan du positionnement des États européens, c'est la proposition d'Emmanuel Macron qui a consisté à dire que le Hamas devait être intégré dans la coalition internationale de lutte contre le terrorisme avant qu'il y ait un rétropédalage en moins de 48 heures, où en fait on a eu un communiqué ou 2 communiqués de l'Élysée qui ont finalement distingué en fait une dynamique qui est celle d'un État, de l'État islamique qui a un terrorisme véritablement qui est pensé à l'échelle internationale et contre tout ce que promeut aujourd'hui, tout ce qu'on peut promouvoir aujourd'hui, par exemple, en Occident, et le Hamas, qui est un groupe armé, qui a recours à un mode opératoire terroriste, certes, mais qui s'inscrit dans une lutte uniquement nationale, c'est-à-dire que le Hamas ne projette aucunement ou nullement des attaques ou un ciblage qui est en dehors, en réalité, de ce qui se passe de manière dramatique, hein, il faut le redire, mais c'est ce qui se passe entre Palestiniens et Israéliens. On a eu le 13 octobre la visite de Ursula von der Leyen en Israël pour témoigner un quasi-soutien inconditionnel à cet État, alors même que cet État faisait déjà l'objet de nombreuses résolutions. C'est l'État qui fait l'objet de plus de résolutions des Nations Unies, enfin, qui ont été violées par la politique, par la politique israélienne. Et bien que cet État est endeuillé après les attaques du 7 octobre, c'est-à-dire qu'il aurait pu être parfaitement légitime d'aller voir les familles des otages, de se rendre, de témoigner un soutien aux personnes endeuillées et aux familles des otages. Mais là, on a véritablement un témoignage d'un soutien quasi inconditionnel, comme on l'a eu par ailleurs à l'Assemblée nationale par Yael Braun-Pivet, à un État. Et c'est là où c'est vraiment problématique. Et d'ailleurs, on a 850 employés de l'Union européenne qui vont signer
ce qui est assez inédit, un document qui se désolidarise du positionnement de Ursula von der Leyen à ce moment-là. Le 26 octobre, on va avoir une, une nouvelle déclaration qui consiste, notamment d'Ursula von der Leyen, qui consiste à rappeler qu'Israël a un droit absolu de se défendre, ce qui est là aussi problématique et qui a été quand même nuancé par de nombreux experts internationaux, notamment la rapporteure spéciale des Nations Unies, Francesca Albanese, qui a rappelé que le droit de se défendre est celui de l'occupé et non pas de l'occupant, et a rappelé que, selon le droit international, Gaza est un territoire occupé et que le droit pour un État souverain, donc en l'occurrence Israël, de se défendre, ça ne peut pas s'opérer sur un territoire qu'il occupe illégalement. On en arrive à la question donc après la précipitation, on a véritablement une division. Donc cette précipitation va créer tout un climat de division entre les États européens. J'ai bientôt fini, promis. Et donc on va avoir des blocs qui vont on va avoir des appels communs, donc très bateau, hein, de condamnation. Donc quand je dis bateau, c'est dans le sens où c'est vraiment tout simplement des déclarations. Il n'y a pas de politique européenne qui est pensée à l'échelle globale. Donc, il y a des messages communs où c'est unanime, si vous voulez, une condamnation, bien sûr, de l'attaque du 7, la confirmation, mais qui est problématique pour le droit d'Israël à se défendre, mais sans nuance et sans rappeler ce qu'est Israël quand même aujourd'hui dans la communauté internationale, c'est-à-dire un État quand même voyou, même avant les 7 octobre. Un appel à l'aide humanitaire, à déployer l'aide humanitaire à Gaza. Et donc là, on voit bien que ces trois messages communs constituent déjà un échec si on les met en perspective avec ce que l'Union européenne pouvait être capable de faire avant et dans le passé sur le sujet. C'est-à-dire qu'avant, si on regarde ces dernières années, l'Union européenne était plutôt capable en réalité de rappeler qu'il fallait un État palestinien, donc rappeler vraiment la dimension politique, si vous voulez, de resituer le sujet palestinien comme un sujet politique et pas juste comme un sujet humanitaire. L'Union européenne était capable de requalifier la politique de colonisation et d'occupation comme quelque chose à laquelle elle s'oppose et qui est illégale. Et l'Union européenne pouvait être capable, dans ses déclarations, de souligner la nécessité d'encourager systématiquement les moyens diplomatiques pour résoudre ce conflit. Ce qu'elle n'a pas fait depuis le 7 octobre, et c'est dans cela qu'on en arrive véritablement à une situation où les États européens sont divisés entre États, mais aussi avec les déclarations officielles des différentes institutions européennes. Et donc là, je vais vous donner encore un exemple. On va avoir le premier vote le 27 octobre pour un cessez-le-feu, et on va avoir 3 blocs, et ce qui témoigne vraiment de la matérialité de cette division de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on va avoir 15 États, la majorité des États européens, qui vont s'abstenir de ce vote pour le cessez-le-feu, qui est le premier à l'Assemblée générale des Nations unies. On va avoir 8 États qui vont se positionner en faveur, dont la France, et on va avoir 4 États qui vont se positionner contre cette proposition, cette résolution à l'Assemblée générale des Nations unies pour un cessez-le-feu. Et donc on voit bien qu'il y a 3 blocs aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Un qui va soutenir cette question du cessez-le-feu, c'est-à-dire faire taire les armes. Un bloc qui va plutôt s'abstenir parce qu'il estime qu'il n'y a pas assez de condamnation à l'endroit notamment de l'attaque du 7 octobre. Et un bloc qui va plutôt être contre, c'est-à-dire au nom du soutien qu'il apporte à Israël, en rappelant qu'Israël, de toute façon, a un droit absolu de se défendre et que ce qui se passe ne justifie pas qu'on embrasse cette revendication du cessez-le-feu. Il y a encore malheureusement des États qui sont dans cette dynamique. Donc on arrive simplement sur la question de vers quoi est-ce que nous pouvons avancer et ce que nous portons, et ça sera ma conclusion. On a aujourd'hui nécessairement, urgemment besoin d'une condamnation claire, non pas des colons en tant qu'individus, parce que vous avez dû le voir, mais les propositions qu'ont faites certains États, et dont la France, c'est de condamner les colons, je cite, extrémistes. Mais un colon est par définition, qu'il soit extrémiste ou non, il est illégal en territoire palestinien. Et ce qu'il faut revenir, et ça va être toute notre bataille, c'est de revenir en fait à la tradition d'une certaine manière, parce que moi j'ai regardé vraiment sur la manière dont l'Union européenne se positionnait sur ce sujet, et c'est assez nouveau en fait, cette manière de dépolitiser la question, parce que précisément on l'a abandonnée et qu'on n'arrive même plus à poser les bons termes, notamment en droit international, pour avancer sur ce sujet. Et c'est en cela que c'est notre bataille, et c'est pour ça que je dis que c'est une bataille de narratif. On a besoin de condamner la
colonisation israélienne comme un système, comme une politique. Et pour ça, on est obligé de passer par la question des sanctions. On ne peut pas se limiter à condamner 2-3 colons qu'on jugerait extrémistes parce qu'ils auraient les armes, parce qu'ils porteraient des armes ou parce qu'ils auraient procédé à des assassinats ciblés de tel ou tel Palestinien sur les territoires occupés. Il faut le faire, mais ça ne peut pas être que ça. Il faut aller au-delà. Il faut une condamnation du système de colonisation, de la colonisation israélienne, comme vraiment, encore une fois, comme un système et comme une politique qui est assumée aujourd'hui par le régime israélien. Il faut un embargo sur les armes. Je rappelle que c'est une mesure qui est proposée et qui est demandée par les plus grandes ONG internationales, dont Amnesty. Donc là aussi, on revient vraiment à cette question du droit international, puisqu'on se réfère à l'ordonnance de la Cour internationale de justice qui a posé les termes d'un risque génocidaire. Et rien que cela, ça suffit pour demander un embargo sur les armes. Je rappelle que l'Union européenne l'a déjà fait pour une quinzaine d'États ces dernières années. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a une suspicion sur les violations des droits humains, l'Union européenne a pour devoir de demander ou de poser les termes d'un embargo sur les exportations d'armes vers cet État. Donc ça, c'est une mesure qu'on porte qui est très très importante. La reconnaissance des crimes qui sont commis par Israël, donc là où il y a bien sûr la question de la colonisation, de l'occupation, du génocide qui est en cours, mais aussi la question de l'apartheid, on a échoué sur le plan national à le faire, mais il faut absolument revenir là-dessus puisque c'est quelque chose qui est documenté par Amnesty, par Human Rights Watch, par B'Tselem, qui est une ONG israélienne, et par l'association Al-Haq, qui est une ONG palestinienne. Donc même les Israéliens et les Palestiniens, si vous voulez, les plus progressistes, sont d'accord sur la manière dont il faut aussi nommer les crimes sur le terrain. On a la question du droit à l'autodétermination des Palestiniens, donc qui peut passer par la reconnaissance de l'État palestinien, mais voir ce qui peut aussi émerger comme d'autres solutions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut une reconnaissance des droits du peuple palestinien qui soit un minimum égale de celle du droit des Israéliens. Et c'est en cela que c'est un discours de paix et que c'est en cela que les mesures qu'on porte, c'est des mesures de paix, puisqu'au fond, ce que nous voulons, c'est que les Israéliens et les Palestiniens aient tout simplement les mêmes droits. Les sanctions économiques, donc l'accord UE-Israël qui fait de l'Union européenne le premier partenaire commercial d'Israël et avec quasiment 30% de ces échanges. Et ça, l'article 2 de cet accord indique que cet accord peut être suspendu en cas de violation des droits humains. Donc les violations des droits humains, on ne peut pas y revenir, mais c'est clairement quelque chose qui est aujourd'hui documenté. Et on a matière à suspendre cet accord et des sanctions donc diplomatiques pour isoler Israël, pour l'amener à la raison. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, et ça sera vraiment ma conclusion, j'ai été beaucoup trop longue, je suis désolée, c'est que aimer Israël, soutenir Israël, et ça je le dis aux gens qui, à juste titre, peuvent soutenir Israël dans l'idée, dans le projet initial d'Israël, c'est-à-dire la création d'un foyer national juif qui protège en réalité les Juifs de ce que les Juifs ont toujours malheureusement vécu, c'est-à-dire avoir été persécutés systématiquement en tant que minorité. Aujourd'hui, soutenir Israël, sauver Israël de son colonialisme et de sa dérive politique, c'est sanctionner Israël. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rendre service à Israël, c'est véritablement l'isoler sur le plan international, de manière à se débarrasser de toutes les dérives qu'elle a en son sein, malheureusement, c'est-à-dire cette question de la colonisation des territoires palestiniens, cette question de la détestation même du palestinien, mais qui n'est pas entretenue par les Israéliens, mais que c'est des Israéliens qui sont aussi manipulés par les régimes successifs qu'ils ont eus, qui sont des régimes d'extrême droite, qui sont des hommes et des femmes qui leur apprennent tous les jours que les Palestiniens veulent les tuer, que tous les jours les Palestiniens les détestent, etc., et qui instrumentalisent aussi ce qui s'est passé le 7 octobre comme étant quelque chose qui tend à essentialiser tout le peuple palestinien comme étant des terroristes ou des militants du Hamas, etc., etc. Donc, on a véritablement besoin d'avancer sur cette question et du narratif et faire comprendre que la paix ne peut passer que par ce rééquilibrage en termes de respect des droits pour le peuple palestinien et des droits du peuple israélien. Merci beaucoup. Je suis trop désolée, j'ai été trop longue. Je prends vraiment trop sur les questions. Bon, alors, voilà, je cherchais comment me unmute. Donc, maintenant, on va passer aux questions aux intervenants. Et donc, la première personne à qui je vais poser des questions, ça va être à Sophia. Et puis, les deux autres intervenantes, Rima et Asma, peuvent compléter. Voilà. Donc, il y a une question, en fait, il y a plusieurs questions sur le vote des Français de l'étranger. Alors, Sophia, tu as mentionné
quand tu as fait ta présentation qu'il n'y avait que 50% de participation en France pour les élections européennes, chez les Français de l'étranger, c'est allez, 20% de participation, ça veut dire 80% des Français de l'étranger ne votent pas. Il n'y a pas la possibilité du vote électronique pour les élections européennes, mais il y a aussi de nombreux problèmes. Par exemple, tu as parlé des procurations, mais en sachant que pour établir une procuration, il faut se déplacer au consulat. Donc, vu la taille des circonscriptions, souvent ce n'est pas possible de faire une procuration, même pour les gens qui veulent faire une procuration. Donc, est-ce que tu penses qu'il y aurait déjà un moyen d'améliorer comment faire les procurations? Je ne sais pas, visioconférence ou quelque chose comme ça. Puisque tu es député, ça devrait pouvoir être voté. La question du vote électronique, est-ce que ça peut être possible ou pas pour les élections européennes? Je sais qu'il y a aussi des problèmes pour le vote électronique. Et en général, comment améliorer aussi l'inscription pour voter des Français de l'étranger? Parce que l'accès à services publics pour s'inscrire pour voter n'est pas souvent évident quand on habite à l'étranger et qu'on n'a pas de compte service public. Voilà, donc c'est ma première question. Et sinon, j'avais deux autres questions. Donc, il y avait une question sur le racisme. La question du racisme qui monte en puissance, quelle réponse européenne peut faire LFI? Et sinon, il y avait une autre question plus liée à ton travail de député sur les placements des data centers. Je sais que tu as travaillé sur les questions européennes, donc comment est-ce que le Parlement européen peut imposer le placement des data centers dans les différents pays de l'Europe? Voilà, je sais que ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions, mais je vais essayer de répondre rapidement pour que la parole puisse tourner et qu'on arrive à répondre à l'ensemble des questions que je vais vous passer là dans le chat. Sur la question du vote des Français établis hors de France, les Français qui vivent à l'étranger de façon permanente, bon, la réalité, c'est que depuis 20 ans, les Français qui vivent à l'étranger sont victimes, comme le reste des Français, des politiques d'austérité qui consistent à rabaisser le niveau des services publics français, la représentation française, mais aussi des services consulaires français à l'étranger. Donc c'est une véritable catastrophe parce que ça va se poursuivre. Je veux dire, ils sont toujours dans cette direction, malheureusement. Moi, je sais que j'étais il n'y a pas longtemps au Mexique et c'est toujours ce qui est prévu, malgré le poids et les revendications des Français établis hors de France. Et donc, cela fait que le lien risque de se perdre. Et c'est une véritable lutte pour un Français établi hors de France que de maintenir le lien avec la République française, avec la France, et avec la mère patrie. Et ça, on le voit que ce soit au niveau de l'école, mais on est pour une école gratuite, on est aussi pour un impôt universel, on est pour un régime général de sécurité sociale et non pas un régime particulier. Donc, on est pour tout ce qui permettrait de maintenir la relation entre la France et ses ressortissants établis hors de France. Ce n'est pas ce qui se passe. Vous disiez tout à l'heure, il y a des Français qui ne parlent pas français, et qui vivent au Mexique, par exemple, ou dans d'autres pays, parce qu'ils sont descendants de Français, deuxième, troisième, quatrième génération. Et le lien qu'ils ont avec la France, c'est de renouveler leur papier d'identité à intervalles réguliers et d'essayer de se souvenir de leurs ancêtres français. Mais c'est tellement précieux d'avoir des descendants de Français qui veulent rester français à l'étranger, mais la France ne se bat pas pour cela. Par exemple, en Espagne, le gouvernement socialiste a pris une décision contraire, a décidé de faciliter l'accès à la nationalité française à des dizaines de milliers de descendants d'Espagnols qui résident en Amérique latine notamment. Donc vous voyez, c'est vraiment une question politique de savoir est-ce qu'on veut maintenir ce lien ou pas. Ça les arrange aussi d'avoir cette faible participation des Français établis hors de France, parce que tous les Français établis hors de France, il se trouve qu'ils ne sont pas des évadés fiscaux, loin de là, et ils ne sont pas extrêmement riches, loin de là. Et même souvent, le lien qu'ils vont avoir avec les services consulaires français, ça va être plutôt un lien dans des moments de difficulté sociale. Hein. Ils se signalent souvent quand il y a besoin d'un rapatriement
soit sanitaire, soit un rapatriement social. Donc vous voyez, c'est vraiment une vraie question de citoyenneté que de décider est-ce qu'être français et vivre à l'étranger, que ce soit pendant la période de ses études, pendant le temps d'un travail, que ce soit pendant plusieurs années pour des questions liées à la famille ou à l'installation, au choix de la vie, est-ce qu'on veut maintenir le lien ou est-ce qu'on veut l'effacer, le faire disparaître? Et donc, on retrouve les conséquences de tout cela dans le vote et dans la participation aux élections. Pour avoir moi-même passé quelque temps à l'étranger, je peux vous dire que le lien se délite très vite. Très vite, on perd le contact et on finit par s'insérer dans le pays dans lequel on vit. Mais ce n'est pas quelque chose de normal. En réalité, quand on voit ce qui peut se passer dans d'autres pays, moi je vois pour ce qui est des Algériens qui vivent en France, le lien avec le pays d'origine est maintenu à travers les services consulaires, à travers un certain nombre de choses qu'il faut alimenter et cultiver. Donc moi je crois vraiment que, encore une fois, aujourd'hui, le gouvernement français, les politiques qui sont appliquées mènent à cet éloignement et mènent à cette abstention. Comment on peut y remédier? Eh bien, j'ai envie de dire en votant pour nous déjà. Hein, parce que tant qu'on n'est pas au pouvoir, moi je veux bien porter des lois, mais pour les faire adopter, il faudrait qu'on soit majoritaire. Donc il faut vraiment expliquer, c'est ce que j'essayais de faire en disant il faut un régime général de sécurité sociale pour les Français établis hors de France. C'est un package, je veux dire, c'est pas juste une mesure qui vient seule, ça vient avec l'impôt universel, ça vient avec un système de cotisation, ça vient avec de l'investissement de la part de l'État français dans des services, notamment d'éducation pour les Français établis à l'étranger. Bon, c'est un ensemble de choses, mais pour qu'on puisse le mettre en œuvre, la première étape, c'est de voter pour nous. Sur la question du racisme, quoi faire au niveau européen par rapport au racisme? Il y a des mouvements qui sont des mouvements syndicaux, des mouvements sociaux, des mouvements politiques qui mènent la bataille antiraciste dans tous les pays européens. Et ils existent, ils sont là. Nous, on travaille aujourd'hui à essayer de nouer ces relations internationales avec ces mouvements-là, qui sont dans la tradition pure et simple de notre mouvement politique, hein, depuis toujours. L'internationalisme fait partie de notre mouvement politique, de notre identité, de notre façon de concevoir l'avancée de nos idées, parce que nous sommes mus par un universalisme qui fait que nous considérons que ce qui est bon pour nous en tant qu'êtres humains doit l'être pour tous les êtres humains de la Terre, et qu'on considère que tous les êtres humains de la Terre ont des besoins vitaux, des besoins essentiels et des aspirations qui sont, à défaut d'être similaires, en tout cas convergentes et basiques pour certaines d'entre elles. Donc, la lutte contre le racisme, ça veut dire déjà, c'est assumer de ne pas être d'accord avec la vision raciste de l'extrême droite, de Darmanin et de Macron, d'une partie du Parti socialiste vis-à-vis de la migration, des réfugiés. Assumer de dire nous ne sommes pas d'accord avec vous. Nous ne sommes pas d'accord pour mettre les gens dans des camps. Nous ne sommes pas d'accord pour les empêcher d'arriver et pour mal les accueillir. Nous ne sommes pas d'accord pour faire de la discrimination avec eux. Nous ne sommes pas d'accord pour réserver des emplois uniquement aux Français, sauf des emplois extrêmement précis et restreints. Voilà, il y a quand même des choses à assumer. Je veux dire, une gauche comme celle de Roussel, et moi je m'en fiche, j'ai été maltraitée parce que j'avais dit il y a du Doriot dans Roussel, mais une gauche qui est ambiguë sur ces questions-là, une gauche qui joue les timorés sur ces sujets-là, mais moi je les soutiens pas, j'ai pas envie de m'asseoir avec eux. Ces gens, ils nous font perdre, ils nous font reculer. C'est pas comme ça qu'on combat l'extrême droite. Ça ne marche pas. La preuve d'ailleurs, dans sa région, l'extrême droite est très forte. Donc, avant de nous donner des leçons, Roussel, il ferait mieux de voir ce qu'il fait dans sa région. Bon, voilà, je m'énerve. Eh ben, merci beaucoup, Sophia. Alors, Asma et Rima, est-ce que vous avez des réactions quand vous avez tous les deux vécu à l'étranger aussi, tout en pouvant voter en France? Mon idée, c'est de travailler à une politique d'aménagement du territoire pour l'installation des data centers. Aujourd'hui, Macron a annoncé qu'ils allaient accueillir des entrepôts et des data centers. Tout va être facilité puisque les normes environnementales vont être levées et ça passe à travers le projet de loi industrie verte, à travers le projet de loi politique agricole, etc. On va se retrouver avec des data centers. Donc c'est énorme comme installation qui vont être installées où? Essentiellement dans les quartiers et les zones les plus pauvres.
Et ce n'est pas écologique, ce n'est pas intéressant et ça va créer en plus en termes de retombées environnementales, tout est mal mesuré et calculé. Nous, on dit qu'il y a une répartition territoriale à faire. Les data centers, c'est important pour notre souveraineté numérique. Il y a une répartition territoriale à faire qui nous permettrait en effet d'installer un data center pour la défense, par exemple, dans le 92, de ne pas l'installer à la Courneuve ou de ne pas installer de façon incohérente, uniquement pour dire il nous faut du foncier pas cher. Le foncier pas cher, c'est dans les départements ou les quartiers, les zones les moins chères. On installe les data centers là-bas, mais on ne pense même pas à la récupération énergétique, on ne pense même pas à l'environnement, aux gens qui vivent autour, au fait que la chaleur qui va être dégagée, l'eau qui va être consommée, etc. Voilà, c'est ça l'aménagement du territoire. Penser l'aménagement du territoire, penser l'installation des data centers pour ne pas commettre les mêmes erreurs que dans le passé où on a installé des centrales nucléaires en bord de mer ou en amont de la capitale. Enfin bon, voilà, en gros, le projet que je porte. Pour le moment, je suis bloquée au niveau de l'Assemblée nationale et même du Sénat, puisque la personne à qui j'ai demandé de pouvoir faire ce travail, c'est le président de la Commission supérieure du numérique et des postes. Il ne souhaite pas me donner les moyens de faire pour le moment ce travail-là, mais je ne vais pas renoncer, je vais le harceler jusqu'à ce qu'il cède. Eh ben merci pour tout ce que tu fais pour ça, Sophia, c'est vraiment super et tu es vraiment multitâche parce que tu interviens dans beaucoup de domaines divers. Alors Asma et Rima aussi, j'imagine que vous avez déjà été confrontés à la question du vote des Français de l'étranger. Toi, Rima, tu es souvent en contact notamment avec l'ambassade à Berlin. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Eh ben vas-y Rima, si tu veux. Non, vas-y. Alors, je vais peut-être commencer par dire qu'on n'a pas besoin de fausses solutions. C'est-à-dire que quand on dit oui, le vote électronique est disponible Alors, et que finalement. t'entends mal, peut-être monter le son éventuellement. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah ben c'est parfait, impeccable. Non, je disais que justement, en tant que Français et Françaises de l'étranger, on n'a pas besoin de fausses solutions. C'est-à-dire qu'on nous a proposé le vote électronique pour différentes élections par le passé, et finalement, on en est arrivé avec deux, il me semble, renouvellements d'élections, notamment en Amérique latine et dans le bassin méditerranéen. Donc, en fait, soit on propose un vote électronique qui fonctionne réellement et qui permet à toutes et tous, en toute inclusivité, de participer à cet événement démocratique, ou alors on ne propose pas de vote électronique, mais on ne peut pas avoir de demi-mesure sur un sujet démocratique aussi important. Et ça, c'est finalement la conséquence d'une baisse des moyens qu'il y a eu pour les Français et Françaises de l'étranger au Quai d'Orsay depuis 2017, depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, avec quand même 20% de bureaux de vote qui ont fermé. Nous, ça a des conséquences très directes sur des villes quand même de plusieurs centaines de milliers d'habitants qui comptent des milliers de Français qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, outre l'aspect de l'inclusivité pour les personnes à mobilité réduite, il y a aussi le problème du coût, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui doivent prendre un jour de congé pour venir faire leur procuration ou alors leur vote à l'ambassade ou au consulat. Et c'est vraiment un sujet qui est primordial pour les Français et Françaises de l'étranger, d'avoir un parti politique qui se bat pour réinjecter des financements pour les Français et Françaises de l'étranger, pour qu'on puisse avoir un droit de vote qui soit réellement pris en compte. Et moi, j'ai travaillé à l'ambassade de France à Berlin, au secteur tout ce qui était santé, auprès de la conseillère aux affaires sociales. Et ça c'est arrivé au moment en fait où ils ont annulé, où ils ont enlevé en fait le poste de médecin consulaire. Moi, je suis sur une circonscription où on a de nombreux pays où les femmes n'ont pas le droit d'avorter. Donc, si vous enlevez ce poste, et en Allemagne, ça a été décriminalisé, le fait de pouvoir avorter seulement l'année dernière. Donc, vous enlevez un poste très important qui est celui du médecin consulaire qui permet d'avoir des conseils au niveau médical, d'être réorienté en local ou alors même d'être rapatrié dans les cas les plus graves. Et c'est le cas notamment en Pologne où l'avortement est quasiment interdit. Et donc, vous empêchez en fait aux femmes et aux personnes qui ont besoin de ce poste-là d'avoir accès aux soins les plus primaires. Donc, c'est aussi ce qu'on demande et ce qui est dans le programme de l'avenir en commun de l'Union populaire, c'est de pouvoir avoir une réelle politique consulaire populaire pour que les Français et Françaises de l'étranger puissent avoir accès à ces soins de première nécessité. On ne parle pas directement de rapatriement médical, on parle des fois juste de quelqu'un qui
n'a pas forcément les connaissances linguistiques suffisantes pour être à l'aise face à un personnel médical, et donc il y a besoin d'avoir un accompagnement à ce niveau-là. Voilà, donc la solution au niveau du vote, c'est de s'inscrire le plus tôt possible, de pouvoir faire une procuration également le plus tôt possible, parce qu'on sait que les bureaux de vote et les tournées consulaires se font de plus en plus rares, et donc de surtout ne pas s'y prendre au dernier moment, d'essayer de voir le plus rapidement possible qui peut prendre ma procuration. Pour cela, la France Insoumise a permis une procédure sur le site de la France Insoumise pour donner ou prendre une procuration. Vous pouvez prendre jusqu'à 2 procurations par personne, c'est extrêmement important. Et sur le long terme, donc, demander aussi l'ouverture de nouveaux bureaux de vote, c'est possible. Il y a une procédure spécifique pour ça. Je vous invite à vous tourner vers les conseillers et conseillères des Français de l'étranger pour permettre justement à des territoires plus enclavés de pouvoir avoir accès à un bureau de vote et donc d'exercer le droit de vote dans ces territoires-là. Eh bien, formidable, merci. Rima, tu voulais intervenir? Rapidement, mais ça va être, je vais m'inscrire dans ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une question de moyens, il y a une question de lien, c'est-à-dire que dans la politique, effectivement, consulaire, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un manque de moyens qui, ça a été dit que c'est matérialisé par la fermeture d'un certain nombre de bureaux de poste, de vote, pardon. Et il y a également la question du lien, c'est-à-dire que c'est une vraie politique, au-delà des moyens qui peuvent être mobilisés, c'est une vraie politique qu'il faut penser de lien. C'est comment on entretient ce lien entre effectivement la France et les ressortissants qui vivent à l'étranger, et sans avoir une politique qui soit ambitieuse dans la matière et qui met par ailleurs les moyens, c'est quand même, ça a forcément des répercussions sur la question justement sur la citoyenneté des uns et des autres, et bien sûr sur l'implication donc des uns et des autres sur la question du vote. Donc à ce stade, c'est vrai que bon, c'est peut-être triste juste de s'en remettre à ça, mais pour le moment, on a effectivement ce levier qui est très important, qui est celui de la procuration, qui est extrêmement simplifié par le site qu'on vient de citer, et de l'Action populaire, et qui permet véritablement de répondre en tout cas aux besoins si c'est difficile pour les uns et les autres. Si en tout cas il y a des personnes qui subissent directement cette question du manque de moyens et de liens, et la fermeture, les conséquences concrètes de la fermeture d'un certain nombre de bureaux de vote, de se saisir de cet outil qui est important, qui est celui de la procuration. Et on est bien d'accord. Merci beaucoup. Alors, Rima, toi, tu as travaillé beaucoup sur la question des réfugiés, et même plus généralement la question des migrations. L'immigration, c'est un gros domaine de politique publique à l'échelle de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer dans la politique européenne actuelle? Qu'est-ce qu'il faut garder? Et notamment, on se pose souvent la question de l'élargissement de l'espace Schengen au territoire ultramarin. Alors, est-ce qu'il faut le faire? Bon, déjà sur la question de la migration, j'ai été trop longue sur le sujet, mais j'avais quand même préparé des fiches là-dessus, mais c'est un sujet qui est très important, et c'est aussi un sujet sur lequel il y a une vraie bataille de narratif. C'est-à-dire que là où l'extrême droite a malheureusement gagné sur un terrain, en tout cas, c'est celui qui consiste, c'est justement sur un narratif, parce que c'est absolument pas sur les propositions que l'extrême droite a des choses concrètes progressistes pour la société, ou plus largement pour l'Union européenne. C'est vraiment cette bataille de narratif, c'est-à-dire qu'ils ont réussi d'une certaine manière à intégrer ou à diffuser dans la société française, et plus largement, parce que c'est le même discours qui est repris par d'autres mouvements d'extrême droite, qui est que l'ennemi du plus pauvre, ou des pauvres, ou des personnes qui sont précaires, en situation de précarité en France, et qui sont dans un besoin, dans une attente politique légitimement, bah, l'ennemi leur ennemi, il serait justement celui qui est encore plus pauvre qu'eux, qui est donc le migrant. Et juste un mot là-dessus pour revenir à ce qui se passe actuellement. Quand je dis qu'on a perdu d'une certaine manière une bataille de narratif ces dernières années et que nous devons regagner, c'est que ça ne correspond absolument pas aux réalités, puisqu'en 3 chiffres que je vais donner, la migration internationale, c'est d'abord
aujourd'hui 5% de la population mondiale. Et ces données, elles changent peu en réalité. Si on regarde sur les 10 dernières années, on est passé on oscille entre 2,78 à 3,5 actuellement, et c'est changeant chaque année. Mais un migrant international, c'est vous qui allez vous installer au Sénégal, par exemple. Il y a simplement, dans cette migration internationale, ceux qui ont le bon passeport, ceux qui n'ont pas le bon passeport, ceux pour qui la migration, ça sera un sujet politique, et ceux pour qui ça ne sera pas un sujet politique. Et dans cette question de la migration, on sait aujourd'hui que l'essentiel est absorbé par les pays voisins et non pas dans des dynamiques de migration sud-nord, puisque la première réalité de migration, c'est les déplacés internes, c'est-à-dire ceux qui ne quittent jamais leur pays. C'est plus de la moitié des personnes qui sont en situation de déracinement, les déplacés internes. La deuxième réalité de migration, donc, c'est les réfugiés. Après les déplacés internes, donc, il y a ceux qui ne peuvent pas trouver refuge chez eux et ils vont sortir de chez eux. Mais là encore, 85% des gens qui quittent leur pays sont accueillis par des pays voisins de leur pays d'origine. Donc on peut prendre le cas de la Syrie, par exemple, où on sait que les millions de réfugiés syriens, dans leur grande majorité, cette migration a été absorbée par le Liban, la Jordanie et la Turquie, et non pas dans une dynamique de migration sud-nord. Et la dernière réalité de migration, c'est celle effectivement dans laquelle nous devons nous inscrire et prendre aussi notre part de notre responsabilité politique, mais aussi d'humains et de citoyens, c'est la migration sud-nord. Et c'est en termes de données, c'est la dernière qui arrive, celle qui arrive en bout de chaîne, quoi, d'une certaine manière. Et ça, c'est très important de le dire, parce que précisément, on en revient à cette question du narratif. Quand on écoute l'extrême droite, on a l'impression qu'on est envahi, qu'on est submergé, que la réalité de migration sud-nord, c'est la première réalité de migration, c'est-à-dire que les gens qui quittent leur pays viennent essentiellement en Europe. Or, tous les données nous démontrent que c'est absolument pas le cas et que par ailleurs, c'est un faible taux de la migration qui finit dans cette dynamique, dans ces dynamiques de migration sud-nord. Ce qui se joue aujourd'hui, malheureusement, et il ne faut pas non plus mentir, je pense aux gens qui nous écoutent, hein, c'est qu'on a malheureusement cette échéance de la question du pacte à l'immigration qui a été adopté, qui est aujourd'hui quasi acté. Voilà, on est vraiment en fin de processus. Le rôle qui va être le nôtre, c'est effectivement de resituer la question du respect des droits humains des personnes qui sont en situation de migration et de se référer aux engagements qui sont ceux des États européens, de l'Union européenne, des textes fondateurs de l'Union européenne, de la déclaration européenne des droits de l'homme, de se référer aux engagements de la France, de la Convention de Genève de 1951. Tous ces textes sont clés et rappellent les droits fondamentaux des personnes qui sont en demande d'asile ou qui obtiennent le statut de réfugié. Notre rôle consistera vraiment, à mon sens, vraiment dans les prochains mois, prochaines années, c'est d'être en veille sur les modalités d'application de ce pacte et de pouvoir très vite agir pour rectifier tout ce qui dysfonctionne, précisément parce qu'en dysfonctionnant, on porte atteinte au respect des droits humains des personnes exilées. Donc ça va de la mise en camp des populations qui sont absolument pas encadrées. Les camps que nous avons aujourd'hui en Europe, c'est une des dérives de cette politique migratoire, c'est-à-dire que c'est un procédé qui, n'est pas défini par le droit international. Le camp, c'est vraiment mon domaine d'expertise. Le camp n'est pas défini par le droit international et par ailleurs, il n'est même pas encadré sur le plan européen. Et donc, voilà, ça peut être un des angles dans lesquels il peut y avoir une dérive sur la question des violations des droits humains, la question de la situation des enfants, de l'enfermement des enfants. On sait que ça va être extrêmement présent, les refoulements à la frontière. Si vous voulez, vraiment, on a malheureusement dans ce pacte, on a énormément d'éléments qui laissent à penser que sa mise en œuvre, son déploiement risque de créer des torsions dans le droit européen, notamment en termes de respect des droits humains, socle sur lesquels s'est engagé encore une fois les États et l'Union européenne. Donc le rôle, je ne veux pas mentir, si vous voulez, d'une certaine manière, on ne pourra pas défaire le pacte sur les prochains mois, il faut être honnête, il faut dire les choses. Malheureusement, c'est un pacte qui est largement aujourd'hui, qui a été voté, qui va se déployer, mais on va avoir un rôle qui va être extrêmement important sur sa mise en œuvre et sur les recours les outils dont nous pouvons se saisir pour le défaire dès lors qu'il est en dérive et en violation manifeste des droits des personnes qui sont en situation d'exil. Merci beaucoup. Est-ce que Sophia et Asma, vous avez des réactions? Sur la question... Je peux commencer, je ne sais pas, Sophia, si... Vas-y, Asma.
Je voulais juste rappeler, parce que moi, je vis en Allemagne depuis 8 ans maintenant, et c'est un pays qui a, on le présente souvent comme un pays qui a énormément accueilli en 2015. Bon, je pense que déjà, il faut faire extrêmement attention avec l'utilisation des mots qu'on emploie et qui sont employés notamment par la droite et l'extrême droite quand on parle de vagues de migration ou d'immigration massive. Enfin, en 2015, c'était 0,2% de la population européenne qui représentait du coup cet élan migratoire vers notamment l'Allemagne, mais aussi d'autres pays. Donc on est très très loin d'une vague migratoire comme cet événement est dépeint sur par différents partis. Premièrement, que peut faire l'Europe? L'Europe a montré que on arrivait à accueillir. On l'a vu en 2022 avec à peu près 1,2 million de réfugiés ukrainiens et ukrainiennes qu'on a réussi à accueillir dans des conditions dignes. Je sais qu'à Berlin et en Allemagne, il y a eu vraiment un branle-bas de combat qui a été mené pour pouvoir accueillir au mieux ces réfugiés-là. Et je pense que c'est important d'avoir un parti et une coalition au sein du Parlement européen qui demande le même accès aux droits et l'égalité de traitement, quelle que soit la nationalité, quand il advient de l'accueil digne des personnes fuyant un conflit et notamment des personnes exilées climatiques. Ensuite, comme on parle beaucoup de migration comme une charge ou comme un poids, on va parler le langage aussi financier et capitaliste, comme c'est l'un des seuls langages qui est compris par la Macronie. Il y a une étude notamment qui avait été publiée par l'Institut de la Boétie qui montrait que l'immigration rapporte plus que ce qu'elle ne coûte. Donc même si on parle le même langage que Emmanuel Macron en termes de productivité, de rapport de valeur ajoutée, finalement, on voit clairement que l'immigration, c'est une réelle valeur ajoutée à la France dans la manière dont ces personnes travaillent, perdent leurs impôts en France et apportent réellement une richesse. Moi, je suis franco-marocaine, c'est pas seulement une richesse financière, c'est aussi une richesse de la vision de la France et de la mixité culturelle qui est dans l'ADN français par nature. Et enfin, ça a été un peu évoqué aujourd'hui aussi, mais quand on parle de vagues migratoires, moi je vois surtout celle dans 5 ans, dans 6 ans, en 2030, on parle d'à peu près 260 millions de réfugiés climatiques. Donc on parle de la moitié de la population actuelle de l'Union européenne qui va devoir trouver un autre endroit pour vivre et subvenir à ses besoins parce que les pays du Grand Nord seront arrivés en fait aux limites complètes planétaires. Et je pense que c'est vraiment aussi important d'être intervenu sur cette question et de pouvoir dès maintenant aussi comment permettre une politique ambitieuse au niveau écologique pour aider justement les personnes qui vont devoir subir les conséquences catastrophiques du réchauffement climatique, parce que ce sont en première ligne les personnes qui consomment le moins, sont des personnes qui sont dans des parties du monde qui sont particulièrement affectées et on voit le nombre de planètes dont a besoin un Américain pour vivre quand on compare en proportion avec les personnes qui, elles, vont devoir fuir leur foyer pour des raisons climatiques. C'est absolument injuste et je pense que c'est vraiment important d'avoir des personnes qui sont expertes de ces questions-là, comme Rima Hassan, et de pouvoir l'envoyer au Parlement européen pour défendre aussi tous les aspects d'une migration juste et qu'on puisse aussi, en tant qu'Européens, être à la hauteur des problèmes que l'on a nous-mêmes engendrés par notre surconsommation. Et bon. Donc, je pose la dernière question en fait à Asma. Et comme le temps commence ça fait déjà 1h29 qu'on est en ligne, donc ça commence à faire un peu beaucoup. Donc, j'ai une dernière question et une question de conclusion sur laquelle tous les intervenantes, donc Sophia et Rima, pourront intervenir. Donc, ma question, c'est, puisqu'on parle, c'est les élections européennes, est-ce qu'il faudrait élargir l'espace Schengen aux espaces extra-européens? Et quand je parle d'espace européen, il y a les départements ultramarins, les territoires français, dont la Nouvelle-Calédonie, on sait ce qui se passe en ce moment. Mais aussi, l'Espagne a des territoires extra-européens. Donc, la France n'est pas le seul pays avec des territoires en dehors de l'espace européen. Donc, c'est élargissement de l'espace Schengen à tous les territoires européens, y compris ceux hors Europe. Et en conclusion,
pour chaque candidat. Donc, le slogan, c'est « Donnez-nous la force de tout changer », mais de façon réaliste. Qu'est-ce qu'on peut espérer changer rapidement? Quels alliés peut-on trouver au Parlement européen? Voilà. Donc, je sais que ça va faire encore un peu beaucoup de temps à développer, mais ce sera les 2 dernières questions de cet événement. Alors, je réponds donc à la deuxième question concernant le slogan et donc donnez-nous la force de tout changer. Comment on peut réellement tout changer sur le court, moyen et long terme? Bon, sur le court terme, Sophia l'a déjà évoqué, on a eu de nombreux combats qui ont été menés au Parlement européen et nous n'avions, entre guillemets, que 5 eurodéputés insoumis et insoumises. On a vu que ce soit Younous avec la reconnaissance de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, mais aussi Laïla Chaibi avec la sécurité des droits pour les travailleurs et travailleuses ubérisés. Avec 5 députés, on a réussi à venir à bout de nombreux combats et à mener aussi de front des combats qui vont être de plus long terme. Alors, j'ai vraiment hâte aussi de voir quels sont les combats et comment on peut arriver à faire voir notre vision des choses écologiques et sociales si on a non pas 5, mais 15 eurodéputés insoumis et insoumises de combat. On a des candidats et candidates avec un focus très spécifique et intersectionnel. Donc, je parlais de Younous Omarjee avec les Outre-mer. On a Rima Hassan avec la migration et l'Europe de la paix, et notamment Damien Carême. Donc, députés qui viennent des élus qui viennent d'horizons très différents. Et je pense qu'on peut déjà, par ce biais-là, avoir de très grandes avancées. Il faut savoir qu'au Parlement européen, la meilleure manière de faire avancer nos idées, c'est de déposer des amendements. Et Manon Aubry est l'eurodéputée française qui a déposé le plus d'amendements, pour montrer que justement on met tout en œuvre pour pouvoir avancer vers une Europe qui est plus inclusive, plus écologique et plus sociale. Ensuite, je pense qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer aussi sur le moyen terme la force que l'on a à la France insoumise, qui est la force militante. Quand on dit que l'après-Macron commence le 9 juin, c'est qu'aussi nous sommes présents et présentes sur le territoire et hors de France, également en dehors des élections européennes. Je tiens à rappeler l'engagement que nous avions l'année dernière lors de la réforme, de la lutte contre la réforme des retraites, sur la circonscription 7, donc Europe centrale et Balkans, nous avions récolté à peu près 3 000 € pour les grévistes. Il y a aussi différents projets qui se mettent en place contre contre les violences sexistes et sexuelles, avec des cagnottes qui sont ouvertes pour ouvrir des places d'urgence pour les femmes et personnes queer victimes de ces violences-là. Donc, en fait, il est aussi le pouvoir de tout changer, la force de tout changer, elle est aussi dans nos mains, et notamment hors de France, quand on sait que l'abstention touche particulièrement cette frange de la population. Et enfin, renforcer nos liens, c'est aussi renforcer les liens avec les syndicats, avec les ONG, avec toutes les personnes de la société civile qui portent nos idées. Et les syndicats, c'est vraiment aussi une possibilité, une plateforme très intéressante pour comprendre aussi quels sont les combats qui sont menés localement. Je sais que nous, en Allemagne, par exemple, on a un système de syndicats un peu différent, mais ils ont toujours été en première ligne pour nous aider, notamment dans l'organisation, mais aussi dans le fait de porter nos idées, de devenir audibles, de pouvoir avoir la presse locale sur place. Donc l'idée, en tant que Français de l'étranger, et là je parle vraiment sur le terre-à-terre, sur le terrain, c'est de pouvoir rentrer en contact, tisser des liens avec les syndicats, avec les partis frères dans nos différents pays, et essayer d'imposer aussi une certaine vision radicale de la gauche. Moi, j'aurai une conférence avec la gauche allemande en fin de semaine prochaine, où justement on va discuter de comment lutter contre l'extrême droite qui gangrène non seulement la France, mais aussi l'Allemagne, malgré le passé que l'on connaît de ce pays. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important, mais ça a déjà été rappelé par Sophia, d'avoir des personnes et des ambassadeurs, ambassadrices de la France insoumise partout, non seulement sur le territoire en métropole, mais aussi hors de France, qui portent justement un programme de rupture et qui permettent de faire comprendre que non, on ne peut pas on peut pas se dire qu'on peut changer avec des demi-mesures. Il faut pouvoir changer clairement les choses, et les changer clairement, ça passe par des élus au Parlement européen comme Rima Hassan prochainement, et aussi sur le terrain avec des militants qui vont marteler notre programme et qui vont aussi pouvoir entraîner, faire effet boule de neige en fait sur la suite. C'est-à-dire qu'on a d'autres échéances qui arrivent. 2026, les élections municipales, c'est extrêmement important d'avoir un ancrage local. Et enfin, 2027 pour gagner les présidentielles.
Merci beaucoup, Esma. Est-ce que Sophia Rima, vous avez des réactions? Merci. Je vais essayer de faire court parce que j'ai plus beaucoup de temps là, je dois y aller. Mais sur l'élargissement, enfin sur l'espace Schengen. L'espace Schengen, pour ceux qui nous écoutent, hein, et il faut savoir que les départements et territoires d'outre-mer ne sont pas dans la convention pour l'espace Schengen, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes règles qui font que lorsqu'un un étranger, par exemple, a obtenu un visa dans un pays de l'Union européenne, ce visa lui permet en réalité de circuler dans tout le territoire de l'espace Schengen. Donc, Union européenne, Schengen, et a signé la convention Schengen. Donc, les territoires et départements d'outre-mer ne sont pas concernés par cette règle, ce qui fait que vous ne pouvez pas circuler, je ne sais pas moi, aux Antilles, à La Réunion, si vous êtes un étranger qui a un visa Schengen. Vous ne pouvez pas circuler librement. Est-ce que nous défendons l'idée de l'élargissement à la Convention? D'abord, il faut respecter les collectivités territoriales et les consulter. En tout cas, si jamais on devait changer les choses, il faudrait les consulter auparavant. Je le dis avec d'autant plus de gravité et de sérieux que, vu ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, depuis 4 jours, 5 jours maintenant, on ne peut pas traiter les départements et territoires d'outre-mer depuis Paris ou Bruxelles comme si il n'y avait pas dans la relation entre ces territoires et l'Hexagone un fait, une histoire coloniale et donc aussi un souci du contrôle de l'espace territorial d'une certaine façon. Donc ça, je crois que c'est important. Il y a aussi un autre élément auquel il faut vraiment prêter une grande attention, c'est la situation qu'on connaît à Mayotte aujourd'hui, qui est un département français. Et la situation à Mayotte est inextricable, extrêmement, vraiment, c'est extrêmement compliqué. La moitié de la population est mahoraise, l'autre moitié est étrangère. On ne sait même pas combien de personnes résident vraiment sur Mayotte. Il n'y a plus l'accès à l'eau n'est même pas garanti. Je crois qu'ils sont à 1 jour sur 3 d'accès à l'eau potable. La France n'est pas à la hauteur de la situation et la France ne sait pas traiter autrement la situation qu'en prétendant faire du maintien de l'ordre, ce qu'elle n'est même pas capable de faire en réalité. Donc on n'est pas là dès qu'il s'agit des départements et territoires d'outre-mer. Je crois qu'une des grandes leçons que nous devons retenir, c'est que rien ne peut se décider sur ces espaces sans la consultation, l'accord et l'approbation ou le soutien de la population qui y vit. Donc moi, je n'ai pas envie de prendre une position sur ce sujet-là qui, en fait, ne ressort, ne peut pas s'annoncer sur un principe. Voilà. Ce ne sont pas des. Parfois, il faut savoir faire preuve de pragmatisme tout en s'accrochant, bien entendu, à ces principes républicains. Et là, on a des principes qui parfois se confrontent un peu ou se frictionnent un peu. Et là, entre le principe du respect des populations qui vivent sur ces territoires, qui sont les descendants de colonisés, voire d'esclaves, et l'ouverture de cet espace et son entrée, par exemple, dans une convention comme celle de Schengen. J'espère que si nous, un jour, nous sommes au pouvoir, notre rapport aux Outre-mer sera totalement différent de celui qui est à l'œuvre aujourd'hui et qui mène à la guerre civile en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup pour ta réponse, Sophia. Est-ce que Rima, tu veux ajouter quelque chose? Je ne vais pas non plus faire trop long, mais vraiment, là, c'est plutôt l'idée de vous demander de nous faire confiance sur cette capacité pour cette liste à vraiment porter les combats qui sont listés pour ces européennes. C'est une richesse énorme d'avoir vraiment des personnes qui sont expertes de leur domaine et qui peuvent vraiment s'inscrire dans cette complémentarité. Et je trouve que c'est ce qui est extrêmement riche en fait dans cette liste. C'est qu'on a des personnes de la société civile, des personnes qui ont déjà exercé un mandat, et là aussi c'est très précieux d'avoir ce recul.
On n'en a pas beaucoup parlé, mais j'espère qu'on aura d'autres occasions. En tout cas, je prépare aussi moi des visuels dessus. Mais il y a 3 sujets en réalité sur lesquels je vais travailler, puisqu'on peut pas, on doit pour être efficace, se concentrer sur 2, 3 sujets chacune, et puis pour réussir à obtenir des mesures qui soient concrètes, comme ça a été le cas sur les 5 dernières années pour les autres députés, les eurodéputés. Et donc il y a des sujets sur lesquels on sera un peu plus moteur, et d'autres sur lesquels on travaillera plus en binôme ou dans les différentes commissions. Et donc il y a la question des sujets internationaux pour moi, dans lesquels il y a dans cette actualité, malheureusement, cette question de Gaza et du génocide qui est en cours, et la question de la migration, où on sera plutôt là avec Damien Carême. Moi, je pense un peu plus sur la question de l'expertise des camps qui sont en train de se multiplier, malheureusement, dans la politique européenne, et Damien Carême qui est aussi en pointure, hein, vraiment sur ce sujet depuis de nombreuses années, et la question du sans-abrisme, là où je serai aussi un peu plus en binôme avec Laïla, qui travaille déjà sur les questions du logement, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais l'Union européenne s'est fixé comme objectif à horizon 2030 d'avoir une politique commune justement pour lutter contre le sans-abrisme, et c'est un sujet qui est très important, qui est aussi encore une fois imbriqué à la question de la dignité. La migration en fait partie, la paix en fait partie, la question des respects des droits fondamentaux des citoyens européens qui se retrouvent dans cette période de vie qui peut les amener à ces difficultés, à la question du sans-abrisme. Donc voilà, vraiment, c'est plutôt pour vous dire qu'on a besoin de ce vote. C'est un vote aussi de confiance. On a besoin de votre mobilisation pour que chacun et chacune puisse vraiment se saisir justement de ces engagements personnels et politiques pour continuer à porter ces combats qui sont encore une fois en complémentarité pour ce programme commun. Et je voulais juste répondre à Hugo. Je crois qu'il y avait une question d'un Hugo sur le fait que j'utilisais Twitter Blue. Alors non, je n'utilise plus Twitter Blue depuis le lancement de la campagne. On a tous reçu un message nous demandant d'enlever justement la version payante de nos Twitter, parce qu'effectivement, ça peut être faire l'objet d'un compte Twitter. La version payante peut servir de promotion en fait du compte, parce qu'on a plein de fonctionnalités. Donc voilà, effectivement, c'était important d'y répondre. On a tous, toutes celles et ceux qui avaient un compte, une version payante du compte Twitter, on a tous retiré cette version le temps effectivement de la campagne. Donc je voulais juste répondre à cette question dans le chat. Merci beaucoup. Eh ben, formidable, merci beaucoup. Ben, on est rassurés. Merci beaucoup. Merci Rima, merci Asma, merci Sophia, merci beaucoup à toutes les trois d'être venues. On sait que vous avez un agenda très chargé, donc c'est vraiment super d'avoir pris du temps pour les Français de l'étranger. Bon, on a vu hein, pendant ce meeting que l'UE, elle n'est pas parfaite, elle est très loin d'être parfaite, et ça fait très longtemps qu'on le dit. Mais pourtant, malgré ce cadre imparfait, eh ben, on peut faire des choses au sein de l'UE si on envoie des députés de gauche. Et pour ça, il faut envoyer des députés Union populaire. Vous nous avez montré, Rima et Asma, que vous êtes totalement prêtes à l'être. On a vu le super bilan de nos députés sortants, qui ont réussi à faire des choses vraiment extrêmement utiles, hein. On a rappelé Laila Chaibi, notamment, qui a fait passer la directive sur les travailleurs des plateformes, qui va vraiment changer la vie de milliers de travailleurs. Donc même si l'UE elle est insatisfaisante, ben on peut envoyer des députés de gauche, il faut envoyer des députés de gauche au Parlement. Donc vraiment, à toutes et à tous qui nous regardaient, vraiment voter et voter pour la liste de Manon Aubry, qui, comme Rima l'a très bien dit, est celle avec les parlementaires, les candidats les plus prêts à être parlementaires. Si jamais vous ne pouvez pas vous déplacer dans les bureaux de vote parce que c'est pas facile pour les Français de l'étranger, vous pouvez faire une procuration. On vous mettra les liens. C'est vraiment très important de voter. Il y a beaucoup d'abstentions et c'est vraiment important. Pour les Français de l'étranger qui habitent dans l'Union européenne, vous avez aussi le droit de voter dans votre pays de résidence. Alors nous, on vous encourage vraiment à voter pour l'Union populaire, parce que plus on enverra de députés français, France Insoumise, plus on aura vraiment une force de frappe au Parlement. Mais en tout cas, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas voter 2 fois. C'est vraiment bête, hein, mais vous pourriez avoir des sanctions. Donc voilà, votez soit pour la liste française, soit pour la liste locale. Voilà, mais en tout cas, on vous incite à vraiment voter pour l'Union populaire. Donc merci beaucoup à toutes les trois. Merci beaucoup, Christine, pour la commodération. Et merci beaucoup aussi à toutes les petites mains derrière qu'on ne voit pas, notamment à tous ceux qui ont modéré le chat. Et c'était vraiment un super meeting. Merci à vous tous. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci, au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir.